À la une de ce journal, le gouvernement de la transition répond favorablement à la plateforme revendicative des organisations syndicales du Burkina. L'Union d'action syndicale a reçu le cahier de réponse du gouvernement des mains du Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Tous les détails à suivre en début de journal. Et puis, après avoir sillonné les différentes régions depuis sa nomination, le ministre chargé de l'Agriculture a fait le point à la presse. La campagne agro-pastorale en cours est promoteuse selon Ismaël Sombier, qui a également présenté sa politique agro-pastorale pour l'autosuffisance alimentaire. On fait le point également dans un instant. Et enfin, des citoyens burkinabés s'expriment sur le coup d'État au Niger, si certains l'applaudissent et l'attribuent à la malgouvernance du désormais ex-président Bazoum. D'autres, par contre, le condamnent. Vous les entendrez également au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de vous informer sur True TV. On débute ce journal par le deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui s'est ouvert à Saint-Pétersbourg en Russie. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, participe à ce sommet aux côtés de plusieurs autres chefs d'État. Et c'est le président russe Vladimir Poutine qui a procédé à l'ouverture de la session plénière du forum. On fait le point avec Michael Tougri et Mamedriana Kamabou. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a procédé à l'ouverture de la session plénière de ce forum auquel participent des chefs d'État et de gouvernement africains. Cette rencontre entre l'Afrique et la Fédération de Russie vise à renforcer la coopération dans la perspective de définir la trajectoire de développement des relations entre la Russie et l'Afrique sur le long terme. Dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit. Envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 50 000 tonnes de céréales. Nous aurons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. L'année passée, la Russie a récolté 156 millions de tonnes de céréales. 60 millions de tonnes ont été exportées. 48 millions de tonnes sont le blé. La partie de la Russie sur le marché mondial du blé, c'est 20%. Et de l'Ukraine, moins de 5%. Cela signifie que c'est la Russie qui apporte une contribution considérable à la sécurité alimentaire globale et un fournisseur international fiable et responsable des produits agricoles. Une trentaine de sessions plénières et de réunions vont se tenir au cours de ce forum autour des thématiques liées à l'économie, à la sécurité, à la science, aux technologies et au développement social. Notre pays va assister aux pays africains avec l'aide humanitaire. Nous allons participer d'une manière active pour former un système plus juste de la distribution des ressources. Nous appliquons tous les efforts inlassables pour prévenir la crise alimentaire globale. Nous sommes convaincus que grâce à l'utilisation des technologies agricoles respectives et l'organisation correcte de la production agricole, l'Afrique peut se nourrir, s'assurer la sécurité alimentaire, mais devenir un exportateur des denrées. Nous sommes prêts à vous assister. Avec un taux de croissance annuel de 4,5%, dépassant la moyenne mondiale, et une population en nette augmentation, l'Afrique a un potentiel évident pour se développer. Et pour accompagner le continent africain dans son essor, la Russie va investir dans les secteurs agricoles, technologiques et énergétiques. Au forum de Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a annoncé l'implémentation de 30 projets énergétiques dans 16 pays du continent. En totalité.
Et en marge du deuxième forum Russie-Afrique, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu un discours ce matin. Le capitaine Ibrahim Traoré a déploré le comportement de certains chefs d'État africains qui, selon lui, sont déguisés en marionnettes pour l'impérialisme. Il a également réaffirmé la décision du peuple burkinabé de lutter contre le terrorisme avec ses moyens. Nous vous proposons un extrait du discours tenu ce matin par le chef de l'État depuis Saint-Pétersbourg en Russie. La Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Malgré la situation sécuritaire et humanitaire, le gouvernement de la transition répond favorablement aux différentes doléances des organisations syndicales du Burkina. Le cahier de réponse à la plateforme revendicative qui avait été déposé à l'occasion de la fête du travail a été remis ce 26 juillet par le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Les détails avec Mamedriana Kamabou. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, remet le cahier de réponse au président du mois des centrales syndicales. En effet, le 1er mai dernier, l'unité d'action syndicale, l'UAS, avait remis sa plateforme revendicative au chef du gouvernement. Lors des échanges, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a rassuré l'UAS que le gouvernement va examiner ses doléances et donner une suite favorable. Cette rencontre entre le chef du gouvernement, le ministre en charge de la fonction publique et les membres de centrales syndicales s'inscrit dans ce sens. Ce cahier résume donc les réponses du gouvernement aux différentes préoccupations des syndicats. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a par ailleurs invité l'UAS à mener leur lutte de manière pacifique et dans la courtoisie. On peut trouver des voies de concertation sans passer nécessairement par la violence verbale ou physique. Et je voudrais aussi que nous sachions tous que nous sommes tous des Burkinabés. Nous avons un même pays à construire. Et tout le monde doit avoir en tête l'intérêt d'abord du pays. Parce que même si nous sommes satisfaits de nos intérêts corporatistes, si ça n'arrange pas le pays, tôt ou tard, ça retombera sur nous-mêmes. Et quels que soient les avantages personnels, si l'intérêt général n'est pas satisfait, nous allons payer le prix fort. La plateforme revendicative que l'UAS a transmise au Premier ministre est articulée sur 5 grands chapitres. Il s'agit entre autres de la sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire, les mesures contre la vie chère, l'accès au logement et à la terre, le respect de l'élargissement des libertés individuelles et collectives.
La promotion du travail décent et l'assainissement de la gestion des ressources nationales font partie aussi de leurs doléances, selon Ernest Ouetraogo, président du mois de centrale syndicale. Nous allons regarder immédiatement même les réponses apportées, parce que dedans, il y a tout un ensemble de revendications qui vont dans l'intérêt du travail et dans l'intérêt supérieur du Burkina Faso, parce que nous avons tenu compte quand même de l'actualité au Burkina dans notre cahier de doléances. Selon le Premier ministre, l'unité d'action syndicale a 1 mois pour examiner le cahier des réponses du gouvernement. Une rencontre de discussion entre les deux parties prenantes sera donc annoncée dans les jours à venir. Les échanges vont s'articuler autour des réponses apportées par le gouvernement sur la plateforme revendicative de l'UAS. La présente campagne agricole a démarré timidement mais s'annonce prometteuse. C'est la conviction du ministre chargé de l'Agriculture qui était face à la presse hier jeudi. En dressant le bilan de la campagne agricole en cours, Ismaël Sombier a fait le point des différentes initiatives réalisées par son département ainsi que les différents projets envisagés. Il a également réaffirmé l'engagement de son département à travailler pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Alexis Winkouni, Belem Naba. Cette campagne agro-pastorale 2023 a connu un démarrage timide marqué par des séquences sèches plus ou moins longues dans le mois de juin. Mais après le décade de ce mois de juillet, cette campagne agricole s'est finalement bien installée. C'est le constat fait sur 9 des 13 régions parcourues par le chef du département de l'agriculture Ismaël Sombier. Les opérations culturelles dominantes en cours sont le semis et le sarclage selon les espèces de culture de la localité. Le stade phrénologique les plus dominants sont la levée pour les céréales et les légumineuses et le stade de floraison pour le coton, fait remarquer Ismaël Sombier. Des cas d'infestation de chenilles légionnaires sont constatés. Des dispositifs d'alerte précoce pour la remontée rapide de ces anomalies sont en cours, fait noter le chef du département de l'agriculture. Pour Ismaël Sombier, plusieurs réalisations sont faites au profit des agriculteurs. 2074 hectares de nouveaux aménagements ont été réalisés et mis à leur disposition pour la présente campagne. Également, mon département, à travers son programme traditionnel de subvention, a mis à la disposition de ces derniers 25 000 tonnes d'engrais minéraux et organiques et 7 000 tonnes de semences agricoles et fourragères, ainsi que des équipements motorisés bien sûr. Parmi ces soutiens, 1250 tonnes d'engrais et 300 tonnes de semences ont été consacrées aux personnes déplacées internes dans le cadre de leur plan d'autonomisation. Pour impulser cette dynamique de production, plusieurs autres initiatives sont engagées par le département de Ismaël Sombier. L'idée étant de permettre l'atteinte de la souveraineté alimentaire, l'une des priorités absolues de cette transition. Nous avons engagé l'opérationnalisation de nos agropoles, que sont Bagré, Sourou et Samandeni, qui offrent un potentiel énorme de périmètres irrigués pour la mise en place des chaînes de production, de transformation et de commercialisation. Dans la logique de la maîtrise de l'eau pour réduire la dépendance à la pluviométrie, nous réaliserons dès la saison sèche prochaine des forages à grand débit dans les zones à haut défi sécuritaire pour permettre la production agro-pastorale permanente. En plus de cela, il faut ajouter le labour de 15 000 hectares supplémentaires, l'octroi de 6 000 tonnes d'engrais et 250 tonnes de semences dans le cadre de l'initiative présidentielle pour soutenir la production par des FDS, des VDP et de certains PDI. Au-delà de ces réalisations, le gouvernement a engagé la promotion de la commercialisation des productions. Par ailleurs, conscient qu'au-delà de l'appui à la production, l'écoulement des produits constitue un autre challenge pour les producteurs et que le marché peut constituer une locomotive pour booster la production, nous avons engagé la promotion des achats institutionnels avec une prévision d'achat par l'État dans une logique d'agriculture contractuelle d'une quantité d'au moins 48 265 tonnes de céréales auprès des organisations de producteurs.
Le gouvernement travaille de plus à la commercialisation très prochaine de mélanges d'engrais produits à Kupela, une usine d'une capacité de 90 tonnes par heure. La construction d'un complexe industriel de production d'engrais à base de phosphate naturel à Kodjouari. Le chef du département de l'agriculture rassure que des dispositions sont prises dans le cadre du dispositif national de sécurité alimentaire pour permettre aux personnes vulnérables de bénéficier de la distribution des vivres et d'accéder aux points de vente à des prix subventionnés dans les zones qui seront déficitaires à l'issue de la campagne. Au cours de cette même conférence de presse du gouvernement, le ministre chargé de la Santé a indiqué qu'au cours de l'année 2022, le Burkina Faso a enregistré 4243 décès, parmi lesquels figurent 2925 enfants de moins de 5 ans. Robert Lucien Kargougou a fait le point des actions menées afin de protéger les populations du paludisme. Il s'agit entre autres de la distribution de moustiquaires imprégnés et de la chimioprévention du paludisme saisonnier qui a permis à près de 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois de prendre leur dose de vaccin. Nous vous proposons un extrait des propos du ministre. Et en fonction des données épidémiologiques et des données pluviométriques, 19 districts sanitaires ont été identifiés pour recevoir 5 cycles de la chimioprévention du paludisme saisonnier et 4 cycles pour les 51 autres districts. Près de 4 millions d'enfants de 3 à 59 mois ont bénéficié des médicaments contre le paludisme, donc pour être prémunis contre cette maladie. Le fait que les résultats très satisfaisants de la recherche sur le vaccin R21 conduite au Burkina Faso par l'unité de recherche clinique de Namoro qui est dirigée par le professeur Tinto a conduit le Burkina à travers l'Agence nationale de régulation pharmaceutique à homologuer ce vaccin qui vient comme une arme majeure qui va compléter le dispositif pour que véritablement nous puissions aller vers l'élimination du paludisme. Pour ce qui concerne la dernière intervention en matière de lutte contre le paludisme dont je voudrais vous parler ce matin, il s'agit des journées de lutte anti-larvaire qui vont permettre de diminuer la densité vectorielle dans les grandes villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le 10 juillet dernier, le réseau national de lutte anticorruption a été saisi par la coordination CGTB de l'Office national de l'eau et de l'assainissement à travers une lettre ayant pour objet un recours à l'annulation de la nomination d'Adama Traoré comme directeur général de l'ONEA. Il est reproché à Adama Traoré son implication dans des situations de malgouvernance au sein de l'entreprise lorsqu'il était directeur des marchés courant 2019-2021. Et pour en savoir davantage sur cette polémique, une de nos équipes a rencontré pour vous le secrétaire exécutif du RENLAC, Sagado Nakanabo. C'est un entretien réalisé par Sanata Seri. Ingénieur de conception en hydrogéologie et précédemment directeur des marchés de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, Adama Traoré a été nommé en Conseil des ministres le 6 juillet dernier, directeur général de la nationale de l'eau. Une nomination désapprouvée par les responsables syndicaux de la structure. Dans une lettre adressée au réseau national de lutte anticorruption RENLAC, la coordination CGTB de l'ONEA demande l'annulation de la nomination d'Adama Traoré à la tête de l'ONEA. Il est reproché à ce dernier son implication dans des situations de malgouvernance au sein de l'entreprise lorsqu'il était directeur des marchés courant 2019-2021. Après avoir examiné la dite lettre, le RENLAC affirme n'avoir pas la compétence pour annuler la décision d'une autorité administrative ou gouvernementale. Toutefois, les motifs de la demande en annulation sont fondés sur des faits de mauvaise gouvernance qui sont du ressort du RENLAC, selon son secrétaire exécutif. Ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas la capacité de demander ou de travailler pour l'annulation d'une nomination. Par contre, les éléments sur lesquels ils se sont appuyés pour demander ce recours nous intéressent, en ce sens que c'est des faits de corruption et de mauvaise gouvernance qui sont évoqués. Et donc, nous avons essayé d'approfondir l'information
avec eux et avec d'autres témoins qui se sont présentés tout volontairement pour nous dire ce qu'ils en savaient. En effet, un audit réalisé par l'Inspection générale des finances en décembre 2022 et portant entre autres sur la gestion d'Adama Traoré comme directeur des marchés a révélé selon les syndicats des manquements tels que des actes de surfacturation et l'octroi des marchés au mépris des règles de passation des marchés. Selon Sagado Nakanabo, le RENLAC a procédé à des recherches d'informations complémentaires sur les faits de dénonciation concernant le nouveau directeur général de l'ONEA. Nous avons demandé donc à tous ceux qui ont des éléments d'information de venir à nous et nous avons donné les moyens pour cela. Nous sommes toujours en tout cas sur le dossier et nous recherchons toujours les informations parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas le fait que le monsieur soit DG, mais c'est les faits de corruption. Et lorsque nous aurons fini de rassembler nos éléments, et nous verrons en tout cas quelle est la meilleure suite que nous pouvons donner à ce dossier-là. Et bon, cette suite-là dépend bien sûr du contenu du dossier. À en croire le secrétaire exécutif du RENLAC, le réseau dispose d'informations faisant état de la mise en examen d'Adama Traoré devant le tribunal de grande instance de Ouaga 1 pour des faits entre autres de corruption, de surfacturation dans les marchés publics, de commerce incompatible et de blanchiment des capitaux. Le RENLAC a du reste félicité la coordination CGTB de l'ONEA pour cette veille citoyenne. Retour à présent sur le parcours du président nigérien Mohamed Bazoum qui a été renversé par des militaires mercredi dernier. Élu démocratiquement en 2020, son élection avait suscité beaucoup d'espoir pour le peuple nigérien. L'ex-président Bazoum s'est montré très critique également vis-à-vis des stratégies de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et au Mali. Abdourahim Yeye retrace pour vous le parcours du président déchu du Niger. Né le 1er janvier 1960, Mohamed Bazoum a été élu président de la République du Niger en avril 2021 au second tour des élections. L'ancien chef de la diplomatie a fait ses études universitaires à l'université de Dakar au Sénégal, à la faculté des lettres des sciences humaines au département de philosophie. Il est détenteur d'une maîtrise en philosophie politique et morale. Après la vie estudiantine, il embrasse la carrière d'enseignant en philosophie entre 1984 et 1991. Il débute sa carrière politique dans le Parti nigérien de la démocratie et le socialisme, dont il est membre fondateur. À l'élection du président Mahamadou Issoufou, Bazoum occupe le poste du président du comité exécutif du parti. Mohamed Bazoum a été 4 fois élu député et plusieurs fois vice-président de l'Assemblée nationale. Il a aussi été membre du Parlement de la transition de 2010 à 2011. Il a occupé le poste du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses de 2016 au 29 juin 2020. En mars 2019, il est désigné candidat de son parti en vue de succéder au président Mahamadou Issoufou. À la tête d'un pays confronté au terrorisme comme ses deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, Bazoum s'est montré très critique vis-à-vis des stratégies de lutte de ces deux pays dirigés par des militaires. L'ancien président du Niger va accueillir sur son sol les troupes françaises de l'opération Barkhane et la force Sabre. Ce coup de force, condamné par la communauté internationale, vient ainsi porter à 5 le nombre de coups d'État au Niger et le 4e pays de la CEDEAO après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso à en moins de 5 ans être dirigé par des militaires. Et le gouvernement burkinabé a réagi à la situation qui prévaut à Niamey au Niger. Le gouvernement burkinabé souhaite un retour rapide à la sérénité afin de permettre à la coopération de prendre le dessus sur les groupes armés terroristes. On écoute à ce propos le ministre en charge de la communication. Ce qui touche le Niger touche fortement le Burkina Faso, parce que le Niger est un peuple frère, est un pays frère. Le peuple nigérien est également un peuple frère du peuple burkinabé. Et donc nous suivons bien sûr avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Niger. Et comme j'ai déjà eu à le dire, notre souhait le plus ardent, c'est que très rapidement la sérénité puisse revenir dans ce pays frère, afin que nous puissions donc en bonne intelligence, mais aussi dans une coopération plus étroite et plus souveraine, mener le combat contre les groupes armés terroristes et relever ensemble les défis
sécuritaires, humanitaires qui sont communs à nos pays. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le coup d'État au Niger est diversement apprécié par les populations. Si certains applaudissent et attribuent cela à la dégradation de la situation sécuritaire, économique et sociale du pays, d'autres par contre condamnent cet acte en ce sens qu'il constitue un recul démocratique. Diassibo Oba et Cheikh Omar Ouedraogo. Nouveau coup de force au Niger. Depuis mercredi matin, la capitale nigérienne est sous vive tension et dans la soirée, un groupe de militaires annonçait la prise du pouvoir à Niamey, la capitale. Ce coup d'État ne laisse pas les Burkinabés indifférents. Chacun y va de son commentaire et les avis divergent d'un citoyen à l'autre. Pour moi, le coup d'État est vraiment salutaire, vu la montée en puissance de l'armée malienne et puis la montée en puissance de l'armée burkinabé. Si le Niger n'était pas aussi dans la même lancée que le Burkina et le Mali, c'était vraiment très difficile pour le Burkina de vaincre vraiment le terrorisme. Je tenais à vraiment féliciter ces jeunes révolutionnaires qui ont décidé de prendre leur destin en main. Cela montre à quel point aujourd'hui la jeunesse africaine est en train de se réveiller. C'est vrai que nous ne saluons pas les coups d'État, non. Mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus que nos dirigeants africains, une fois qu'ils sont élus, ils oublient la cause pour laquelle ils sont arrivés au pouvoir. On refuse de prendre en main les intérêts de la population, on suit les intérêts des Occidentaux au détriment de notre salut. Le courage des putschistes nigériens. Il faut savoir que si il y a un acte de conquérir le pouvoir, et si tout le monde, si la population, ou je vais dire le peuple est d'accord pour ça, je suis pour ça. Et si c'est ce qu'il faut pour notre liberté en Afrique ici, il le faut. On va se battre. Malgré la satisfaction de certains Burkinabés, un coup d'État est toujours condamnable à en croire d'autres citoyens et ce coup de force a d'ailleurs été condamné par la communauté internationale. Abdoulaye Savadogo et Franck Belemiengré sont tous d'accord avec les motivations des militaires qui évoquent la mauvaise gouvernance et l'insécurité. Tout de même, ces derniers trouvent que ce coup de force constitue un recul démocratique au Niger. Il faut dire que c'est regrettable, c'est même déplorable qu'on arrive à là. Voilà, parce que je me dis que les coups d'État, pour moi en tout cas, ce n'est pas des situations qui sont vraiment à encourager et à féliciter. Mais c'est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance de certains de nos dirigeants. Voilà, quand tu as à la tête de ces pays-là des personnes qui sont censées œuvrer pour le bien de l'Afrique, mais qui, bien au contraire, n'est-ce pas, font la politique des anti-africains pour le bien des personnes aussi qui sont anti-africains, c'est la conséquence immédiate comme ça. Par principe, moi je suis contre le coup d'État. Mais ce qui se passe au Niger, nous suivons de près parce que nous également au Burkina, nous traversons cette situation de coup d'État. Voilà. Mais bon, disons que si la CEDEAO, comment on appelle, cautionne de troisième mandat ailleurs qui sont antidémocratiques. Bon, à un moment donné, on oublie d'accepter le coup d'État. La prise de pouvoir doit se passer par la voie électorale. Voilà, nous connaissons la voie électorale. Condamné par la communauté internationale, ce coup de force fait le 5e au Niger depuis son accession à l'indépendance en 1960. Direction à présent Bobo Dioulasso, où l'amicale des volontaires adjoints pour la sécurité a lancé ce 27 juillet une campagne de collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Cette collecte de sang entre dans le cadre de son programme d'activité 2023, une activité qui se déroule simultanément dans les 13 régions du Burkina. Serge Bado, depuis la ville de Sia. Répondre aux besoins du moment pour éviter les taux de mortalité dans les hôpitaux en ces temps de forte demande du liquide précieux, c'est l'objectif de collecte de sang organisé par l'amicale des volontaires adjoints de sécurité. Une collecte de sang qui entre dans le cadre de son programme d'activité selon le président de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité, Ferdinand Ndo. D'abord, il faut dire, c'est comme le slogan le dit toujours, donner son sang, c'est sauver des vies. C'est dans cette lancée-là que les VADS, l'amicale dans nos programmes d'activité de 2023, nous avons vraiment pris ce slogan à bras le corps pour dire que nous aussi nous allons donner notre sang pour sauver les vies des Burkinabés.
voilà, vous constatez avec nous que nous sommes à bientôt la période de paludisme, qui a déjà démarré même. Et il y a nos frères aussi d'armes qui sont au front, les VDP, les FDR qui se battent nuit et jour pour notre sécurité. Ils tombent souvent, d'autres sont gravement blessés, mais ils succombent suite à manque de sang. Voici l'idée de cette initiative. Pour le directeur provincial de police du Houé, le commissaire principal de police Justin Ouedraogo, cet acte est salutaire car il permettra de sauver des vies et c'est en ce sens qu'il a tenu à donner son sang. Nous donnons notre sang pour sauver des vies en danger peut-être. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, c'est la période de l'hivernage. Le paludisme sévit partout. Donc il y a un fort besoin de sang. Donc nous pensons que cette activité des VADS va dans ce sens-là. Donc nous aussi nous sommes venus pour les accompagner comme ils nous accompagnent au quotidien dans le cadre de nos activités. Mariam Korbego, volontaire adjointe de sécurité, invite toutes les femmes à donner leur sang car cela permet de sauver des vies, elles qui sont porteuses de vie. J'ai été témoin de décès de plusieurs victimes dans les hôpitaux. Donc je peux dire, il y a 3 ans de cela ou 4 ans, j'ai commencé à donner mon sang à partir de là. En tant que femme, je dirais aux autres femmes, si elles ont la possibilité de donner, qu'elles le fassent. Parce qu'elles vont sauver des vies et peut-être même ça sera un de leurs qu'elles vont sauver. Voilà, si elles ont la capacité de le faire en bonne santé et que rien ne les empêche de le faire, je demanderai à toutes les femmes de le faire. C'est au total 140 poches de sang qui sont attendues lors de cette collecte. Notons que dans toutes les 13 régions du Burkina Faso, cette campagne se poursuit et les volontaires adjoints de sécurité entendent collecter 1000 poches pour le Centre national de transfusion sanguine. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous qui l'avez honoré. Au revoir.